Après la classe politique, le gouvernement soumet le chronogramme des élections à la société civile. Les dates et différentes réformes ont été favorablement approuvées par celle-ci. La jeunesse de Guina-Dogon, antenne de la commune 5 du district de Bamako, a 25 ans. Compte tenu de la situation au centre du pays, l'association Sursoi a beaucoup de ses festivités pour compatir à la douleur des victimes de la récente tuerie dans le cercle de Bankassa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Après les cadres des partis politiques, le gouvernement vient de présenter aux organisations de la société civile le chronogramme des élections. Les échanges sur ces dates et différentes réformes se sont tenus au centre de formation des collectivités territoriales. La société civile accueille favorablement les dates retenues. Compte rendu, Fademba Keita. Les différentes présentations, à commencer par le projet de chronogramme des scrutins, proposent à la société civile les dates des échéances électorales suivantes. Le scrutin référendaire est prévu pour mars 2023, des conseils des collectivités en juin 2023, le second tour des députés à l'Assemblée nationale en novembre 2023 et enfin le second tour de l'élection du président de la République au mois de février 2024. Mais avant, des réformes électorales et institutionnelles sont impératives comme l'installation de l'autorité indépendante de gestion des élections, la prise en compte de la nouvelle réorganisation territoriale. Celle-ci dote chacune des 20 régions dont le district de Bamako des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales opérationnelles. Ces élections, qui se tiendront sur la base de ces nouvelles circonscriptions électorales, nécessitent la participation inclusive des organisations de la société civile. Participation indispensable à la mise en place efficiente d'un dispositif de suivi des élections et réformes. Les réformes qui ont été proposées doivent être les réformes qui cadrent avec nos besoins, qui répondent aux attentes essentielles des populations. Donc il va falloir les identifier ensemble, leur donner un contenu. Considérez déjà que vous êtes partie prenante doucement de ce processus de réforme et du plan de communication qui va être développé pour justement le soutenir. Au cours des débats, des inquiétudes comme le nombre de cercles élevés par rapport à d'autres, comment utiliser les canaux traditionnels avant le référendum, la réticence de certains villages et cercles de rallier leurs localités administratives rattachées sont levées à la satisfaction générale des participants. Pour le moment, l'État est dans ces dispositions. Nous l'encourageons et nous croyons qu'il va continuer dans cette même lancée. L'essentiel pour nous est que cette nouvelle constitution prend en charge ces réformes politico-institutionnelles et que la CEMA participe activement à la rédaction et aux assises qui vont être en marge de sa rédaction. Pratiquement, on n'a pas eu de voix dissonante par rapport à ce chronogramme, par rapport à cette réorganisation territoriale. C'est des inquiétudes qui ont été données, c'est des observations qui ont été faites et des commentaires qui ont été faits. Donc ce qui veut dire que ça va dans le bon sens. Mais ce bon sens, je dis encore, je répète, il faut qu'on le nourrisse. Que ce cadre de concertation s'inscrit dans cette même dynamique de retrouver un large consensus et sont donc d'une importance capitale pour la réussite de la transition, qui passe par les réformes pertinentes pour la refondation de l'État, l'organisation d'élections transparentes, crédibles et apaisées. Les organisations de la société civile ont été consultées chaque fois que les questions électorales et les réformes politiques et institutionnelles ont été débattues. Le contexte actuel de notre pays appelle de chacune et de chacun de nous une unité des cœurs et des esprits en vue de sortir notre pays de la crise. La relecture et l'adoption des textes connexes aux élections tels que la charte des partis politiques, la loi sur le régime des députés, les innovations consensuelles apportées dans la loi électorale sont entre autres démarches pouvant faire du Mali un pays démocratique envié et fiable. Dans le même registre, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, était hier sur le plateau de 20h. Le colonel Abdoulaye Maïga est venu présenter le chronogramme des échéances électorales. Suivant. Le chronogramme des réformes politiques et institutionnelles qui comporte 4 grandes activités. La première activité, c'est l'adoption et la promulgation de la loi électorale et la période indicative. C'est de mars 2022 à juin 2022. Je voudrais ici rappeler que la loi a été effectivement promulguée par son Excellence le Président de la Transition le 24 juin 2022. À ce stade, il s'agit concrètement d'opérationnaliser l'organe unique de gestion des élections, en l'espèce l'Agence indépendante de gestion des élections.
La deuxième activité des réformes politiques et institutionnelles, c'est l'élaboration et l'adoption de la nouvelle Constitution, avec une période indicative de juin 2022 à novembre 2022. Je voudrais ici rappeler que par décret numéro 2022-0342/PTRM du 10 juin 2022, Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, a mis en place une commission de rédaction de la nouvelle Constitution qui doit finaliser son travail dans un délai de 2 mois. Troisième série d'activités, c'est la relecture et l'adoption des textes connexes à la Constitution et à la loi électorale. Je voudrais ici citer la loi organique relative à la création du Comité national d'égal accès aux médias d'État, la loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, avec comme période indicative juin 2023 à juillet 2023. Et enfin, la loi organique fixant le nombre, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l'Assemblée nationale en cas de vacance de siège, les indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote. Enfin, la loi portant charte des partis politiques. C'est bien entendu la troisième série d'activités relatives aux réformes politiques et institutionnelles. Et enfin, la réorganisation territoriale et l'adoption des textes de création des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales et leurs textes connexes, avec une période indicative juillet 2023. Il s'agit là du chronogramme des réformes politiques et institutionnelles. Concernant le chronogramme du référendum constitutionnel et des élections, pour le référendum constitutionnel, la date retenue est le dimanche 19 mars 2023. Pour l'élection des conseillers des collectivités territoriales, conseillers communaux, conseillers de cercle, conseillers de région et du district, la date retenue, c'est le dimanche 25 juin 2023. Pour les élections législatives, le premier tour, c'est le dimanche 29 octobre 2023. Toujours pour les élections législatives, le second tour, ce sera le dimanche 19 novembre 2023. Et enfin, pour l'élection du président de la République, le premier tour, c'est le dimanche 4 février 2024. Et le second tour, c'est le dimanche 19 février 2024. Je voudrais ici rappeler que les versions détaillées des différents chronogrammes seront publiées, vulgarisées et expliquées à l'endroit de notre opinion nationale et de l'opinion internationale. Ces 2 documents de planification traduisent 3 engagements politiques. Le premier engagement politique, c'est celui de nos plus hautes autorités, au premier chef, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de mener des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections. Et cet engagement est conforme à la demande expresse de notre peuple. Le deuxième engagement politique, c'est, vous vous souviendrez qu'à la sortie des assises nationales de la refondation, le peuple malien a fait le souhait, bien entendu, de mener des réformes politiques et institutionnelles. Et c'est sur la base de cet engagement que nos plus hautes autorités, évidemment, ont promis de retourner à l'ordre constitutionnel. Je voudrais ici rappeler qu'il ne s'agit pas de n'importe quel ordre constitutionnel. Il s'agit d'un ordre constitutionnel, un nouvel ordre constitutionnel qui sera gage de paix, de stabilité et de bonne gouvernance, après avoir mené ces réformes politiques et institutionnelles. Et le dernier engagement consistait à trouver un compromis entre les aspirations du peuple malien souhaitant mener des réformes politiques et institutionnelles avant des élections et les exigences de la CEDEAO qui envisage une transition sous une perspective exclusivement électorale. Voilà un peu ce que symbolise l'adoption de ces 2 chronogrammes.
Direction à présent New York, où le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de renouveler le mandat de la MINUSMA. Le gouvernement du Mali est au regret de constater que certaines de ses réserves fortes ont tout simplement été ignorées dans la version finale de la résolution. Écoutons l'intervention de l'ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies, des propos recueillis par Ibrahima Traoré. Vous le savez, le Mali a toujours coopéré et de bonne foi avec la force onusienne depuis sa mise en place en 2013. Toutefois, pour des impératifs de respect de la souveraineté du Mali, de coordination et de sécurité, les mouvements de la MINUSMA ne peuvent se faire qu'avec l'accord des autorités maliennes compétentes. De même, le Mali n'est pas en mesure de garantir la liberté de mouvement pour les enquêtes de la MINUSMA sans l'accord préalable du gouvernement. Par conséquent, le Mali n'entend pas exécuter ces dispositions malgré leur adoption par le Conseil de sécurité. En tout état de cause, le gouvernement de la République du Mali estime que les allégations sur les violations des droits de l'homme relèvent de la responsabilité principale des autorités maliennes. La MINUSMA a vocation de leur apporter l'assistance nécessaire à cet égard. Elle n'a pas vocation à se substituer au gouvernement du Mali. La délégation du Mali appelle le Conseil de sécurité à permettre à la MINUSMA de se consacrer aux tâches prioritaires pour lesquelles elle a été déployée dans mon pays, à savoir l'appui à la restauration de la sécurité et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, condition sine qua non pour une meilleure protection des populations et de leurs biens. Les populations du Mali attendent de la MINUSMA qu'elle contribue à la recherche de solutions durables aux défis du Mali. Elles ne veulent pas que la MINUSMA devienne partie des problèmes de notre pays. Elles ne veulent pas non plus que les droits de l'homme soient utilisés à des fins politiques cachées. Au nom du gouvernement du Mali, je tiens ici à remercier les pays comme la Russie et la Chine qui se sont abstenus lors du vote de cette résolution. Je termine en réitérant la reconnaissance du gouvernement et du peuple du Mali à l'Organisation des Nations Unies pour son soutien constant à nos efforts de sortie de crise. Je rends hommage à la mémoire de toutes les victimes de la crise malienne, civiles comme militaires, maliennes comme étrangères, tombées sur le champ d'honneur dans mon pays. Le gouvernement du Mali souhaite que cette déclaration soit enregistrée dans le procès-verbal de cette réunion d'aujourd'hui. L'association malienne d'amitié Mali-Maroc a organisé vendredi une cérémonie d'accueil à l'honneur du nouvel ambassadeur du royaume chérifien au Mali, Driss Isbahen, une manière pour l'association de lui souhaiter la bienvenue en terre malienne. La cérémonie a été également marquée par les témoignages des anciens étudiants maliens du Maroc. Aliou Abdoulaye Touri. L'hospitalité légendaire malienne recommande de réserver un accueil chaleureux à ceux qui viennent chez vous. Ainsi, le tout nouvel ambassadeur du royaume chérifien au Mali est à l'honneur par l'association malienne d'amitié Mali-Maroc par cette cérémonie d'accueil pour lui souhaiter la bienvenue en terre malienne. Excellence, au moment où vous prenez fonction dans ce Mali si reconnaissant, jamais oublieux de vos assistances et de votre accompagnement en ces moments difficiles mais passagers de notre parcours, la maman que j'ai l'honneur de diriger vous souhaite la bienvenue. Très ému de cet accueil, le nouvel ambassadeur du royaume chérifien a réitéré son engagement et sa disponibilité à travailler de concert avec l'association pour consolider davantage les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre nos deux pays. Le Mali, on le connaît au Maroc comme un des premiers pays qui a vraiment soutenu le Maroc et un des premiers pays qui était avec le Maroc pour l'indépendance, l'intégration de nos deux pays, mais également de toute l'Afrique. Nous pouvons travailler de concert, vous, la maman, l'ambassade, et nous sommes juste à côté, c'est le destin qui l'a décidé peut-être. L'un des temps forts de cette cérémonie d'accueil
a été les témoignages très éloquents des anciens étudiants maliens du Maroc, à l'image de Sidi El Mokhtar Kounta et Younous Ahmed Diko. Pour rehausser l'éclat de la cérémonie, une prestation du groupe Le Ballet National a mis fin à cette réjouissance. À Tombouctou, la session sur le renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali a pris fin. Elle était initiée par l'école de maintien de la paix à Lune Blondimbeya et ses partenaires sur financement du Royaume de Norvège. L'atelier a permis aux participants composés d'acteurs de la société civile et femmes issues des organisations féminines d'être outillés sur la gestion et la mobilisation des ressources, la planification et la budgétisation sensible au genre. Nadim Babasisi. Après 2 semaines en renforcement de capacités sur la gestion et la mobilisation des ressources, la planification et la budgétisation sensible au genre, les initiateurs qui sont l'école de maintien de la paix et leurs partenaires, aussi bien que les apprenants, affirment toute leur satisfaction. Au total, nous nous réjouissons du renforcement de capacités de 99 personnes, 69 femmes et 30 hommes. Nos sessions très animées nous ont permis de parcourir de nombreuses connaissances et de discuter d'une multitude d'outils. Nous nous sommes dotés de plans d'engagement communautaire et d'un canevas d'audit genre de nos PDC. Cette session a regroupé des élus, personnels des mairies, des femmes issues des associations de la société civile, des membres des forces armées maliennes et représentants des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. Maintenant, à nos retours, on peut faire la différence même entre les genres et prendre en charge le genre dans les différents PDC et budgets. Je vous engage individuellement et collectivement à œuvrer pour assurer la dissémination de ce programme de formation à l'endroit de vos concitoyens. Vos actions contribueront à l'atteinte des objectifs de paix, de réconciliation et de mise en œuvre des programmes de développement économique, social et culturel dans vos localités respectives. La remise des attestations aux participants a constitué l'un des temps forts de cette fin de formation, dont le projet se poursuivra jusqu'en 2024. 25e anniversaire de la jeunesse de Guina-Dogon, antenne de la commune 5 du district de Bamako. Vu la situation au centre du pays, l'association Sursoi a beaucoup de ses festivités pour compatir à la douleur des victimes de la récente tuerie dans le cercle de Bankassa. Foussini Tunkara. Cette voix n'a laissé personne indifférent sur cet espace acquis pour célébrer les 25 ans de la création de l'association jeunesse Guina-Dogon, antenne de la commune 5. La chanteuse Dogon rend hommage à toutes les victimes de la barbarie des terroristes dans le centre. En se référant au contexte du pays, les organisateurs ont placé cet anniversaire sous le signe de la paix et de la réconciliation. Célébrer 25 ans, c'est joyeux. Mais j'ai bien conscience que ce 25e anniversaire s'inscrit dans un double contexte particulier. Celui de l'attaque djihadiste, dont les villages de Djalassagou, Djanweli et Dessagou dans le cercle de Bakas et région de Bandiangara ont été les victimes. Nous condamnons avec la dernière rigueur cet acte barbare et l'âge digne d'une autre époque. Plusieurs cadres de la communauté Dogon, fortement attachés à leur culture, ont soutenu la tenue de ce rendez-vous. C'est le ministre Mamadou Kassongué, en charge de la justice, qui a assuré le parrainage. C'est donc avec une grande fierté que je participe à cette manifestation, convaincu que la culture est l'une des richesses de notre pays qui mérite davantage d'être explorée, exploitée et protégée pour bâtir une nation forte, pour offrir aux générations actuelles et futures les meilleures conditions possibles d'un développement harmonieux. Sans surprise, le ministre Kassongué ne pouvait terminer son intervention sans faire cas de la situation qui prévaut au centre du pays. Il a exprimé toute sa compassion aux victimes en tant qu'autorité de ce pays et en tant que ressortissant du centre. Ces attaques qui endeuillent une fois de plus des communautés fortement affectées par les conséquences du terrorisme dans le centre du pays viennent rappeler à chaque Malien et à chaque Malienne son devoir de solidarité, de vigilance et de patriotisme
afin de soutenir les forces armées maliennes engagées dans un combat aussi complexe que difficile. Je puis vous dire que toutes les dispositions seront prises pour que les auteurs de ces atrocités soient recherchés et traduits devant la justice et châtiés comme ils le méritent. Il nous faut la paix dans la paix. Des poèmes sur la paix, des remises d'attestations de reconnaissance et un concours sur la langue dogon à l'intention des enfants ont meublé cette cérémonie. Informer et sensibiliser les journalistes sur le rôle et la place du projet soutien à la justice contre l'impunité au Mali Slim en matière de défense des droits de l'homme. C'est l'objectif de cette conférence de presse initiée par la tribune Jeunes pour les droits au Mali Trijude. Cette conférence qui a regroupé plus d'une quarantaine de journalistes est financée par les Avocats sans frontières à Canada. C'est un reportage de Idrissa Keita. Un parterre d'hommes de médias au rendez-vous de cette conférence sur les cas emblématiques soutient à la lutte contre l'impunité au Mali Sulema. À chaque fois que les violations graves des droits de l'homme sont commises sur les communautés, on parle de cas emblématiques. On parle de violations à chaque fois que des exactions sont commises par les forces régulières, soit par les représentants de l'État. C'est en ce moment qu'on parle de violations des droits de l'homme. Mais les abus, c'est à chaque fois que des exactions sont commises par les particuliers. Au total, 52 dossiers ont été documentés. Parmi les 52 cas, la majorité des cas sont des abus de droit et non des violations. Pour la prise en charge de ces personnes, nous avons d'abord offert des services d'assistance psychologique. Après, on a aussi donné des avocats à ces victimes. Nous avons été étayés sur les actions que la tribune Jeune pour le droit au Mali et ses partenaires ont menées sur terrain dans le cadre du projet de lutte contre l'impunité au Mali. Également, nous avons su connaître les cas pris en charge par ce projet et qui est un plus aux actions de tous les jours. Les questions-réponses et contributions ont permis aux participants de mieux comprendre l'impact du Sulema en matière de défense des droits de l'homme. À noter que le projet soutien à la lutte contre l'impunité au Mali est mis en œuvre par la tribune Jeune pour le droit au Mali, Trijude sur financement des Avocats sans frontières du Canada. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.